Bonjour à tous et bienvenue sur InfloMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous parle d'une marque plus connue pour ses véhicules utilitaires, mais aujourd'hui on s'intéresse à son tout nouveau pick-up 100% électrique, le premier en 4 roues motrices disponible sur le marché. Il s'agit donc du e-tern 9. Alors si vous suivez un peu la chaîne, vous vous souvenez certainement que j'avais essayé le premier pick-up 100% électrique de Maxus, le T90 EV. Et comment dire, ça m'avait pas laissé un très bon souvenir. Et du coup j'étais quand même curieux de découvrir le tout nouveau modèle de chez Maxus pour voir ce que ça donne. Est-ce que vraiment ils font un pas en avant ou s'ils restent un peu sur les acquis et sur ce qu'ils proposaient déjà? On va voir ça ensemble. Alors déjà, en termes de gabarit, on est un peu plus gros que le T90 EV. Il fait 5,50 m de long, un peu plus de 2 m de large avec les rétros et 1,87 m de haut. Il est un peu plus gros qu'un Ford Ranger, mais un peu plus petit qu'un F-150. Il est clairement l'un des plus gros pick-up disponibles sur le marché actuellement. Niveau motorisation, le e-tern 9 est équipé d'un moteur de 170 chevaux à l'avant et un de 272 à l'arrière. Il en fallait pas moins pour déplacer les 2,8 tonnes du véhicule. En termes de look, on retrouve des lignes beaucoup plus classiques que sur le T90 EV. On a une face avant pleine avec le logo Maxus qui s'affiche fièrement en plein centre. On a un capot un peu nervuré et surtout, on a cette signature lumineuse en C qui traverse tout le long. Et franchement, c'est très réussi. On a un petit nez pointu qui dépasse un peu. Ça lui permet d'avoir un coefficient d'entrée dans l'air de 0,33. Quand on le voit comme ça, on ne vous dirait pas, mais c'est un très bon coefficient et ça expliquera ses performances. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce qu'il y a là-dessous, parce que ce n'est pas un moteur. Quand on appuie sur le bouton qui est caché ici, on a un frunk motorisé qui accueille 236 litres de chargement, c'est énorme. Et on a même juste ici une petite prise qu'on peut utiliser en V2L. On a 7 kWh, c'est très bien. Ça permettra de charger son ordinateur, de mettre une machine à café ou des trucs comme ça. Et franchement, c'est hyper cool. On a plusieurs possibilités pour l'ouvrir ou le fermer. On a le bouton ici, on a un bouton sur la clé et on peut même l'activer depuis l'écran à l'intérieur. Franchement, c'est hyper cool. Au quotidien, c'est hyper pratique. On a quand même au global un design assez anguleux, très taillé à la serpe. J'aime beaucoup le petit détail sur les rétros. On a les jantes de 20 pouces qui sont assez classiques. Le marchepied, on a des grosses poignées qui tiennent bien en main. Le passage de chrome autour des vitres. Franchement, c'est très bien. On a la trappe de charge juste ici qui nous permettra la charge en 11 kW ou en DC jusqu'à 115 kW dans les données officielles. Mais bon, peut-être que c'est pas tout à fait ça. On va voir ça sur la route. À l'arrière, évidemment, donc on retrouve une grande benne qui pourra embarquer jusqu'à 600 kg. On a même à l'intérieur des capteurs qui nous permettent de surveiller le poids. On verra ça dans l'écran à l'intérieur. On a le Maxxis en gros. Alors, personnellement, j'enlèverais le Saïk Motors qui est un peu confus. On l'a vu, plusieurs personnes nous demandaient un petit peu c'était quoi la marque, Saïk, Maxus, les gens ne savent pas trop. Et ça, c'est un peu dommage. Ça aide pas l'entreprise à gagner en notoriété. On a de très jolis feux en forme de maillon de chaîne et on retrouve le bandeau lumineux traversant. Alors sur le T90 EV, je trouvais ça dommage qu'ils aient un bandeau en plastique rouge. C'était un peu cheap. Là, au moins, on a une vraie belle signature et c'est très cool. On a le haillon motorisé. Juste ici, on a une petite réglette pour le travail au quotidien qui est graduée jusqu'à 60 cm. C'est plutôt pas mal. Et encore ici, on a deux petites prises, encore du V2L. Franchement, c'est très bien. Le haillon est hyper léger. Franchement, c'est parfait pour travailler au quotidien. Petit détail quand même que j'oublie de vous montrer. Une fois qu'on est là, le seuil de chargement est un peu haut. Et qu'à cela ne tienne, on appuie ici, le véhicule se baisse et ça pourra aider au chargement, c'est quand même plus pratique. Disponible en option dès le mois d'avril, on aura un couvre-benne manuel, électrique ou voire même deux possibilités de hardtop, vitré ou pas. Et on aura même la vitre arrière qui pourra se baisser électriquement et s'ouvrir pour dégager un peu plus d'espace encore.
Bon allez, on grimpe à bord de l'engin. Je vous montre tout ça. Alors, à bord, il y a beaucoup de choses à dire. Franchement, je suis bluffé par la qualité perçue, par le design, par vraiment les matériaux. Chapeau, parce que clairement, ça a fait un gros step-up et c'est hyper agréable. J'aime assez le design du volant qui est plutôt élégant, sobre et classique. Sur le volant, on a à gauche tout ce qui est aide à la conduite et à droite tout ce qui est manipulation du multimédia, mais aussi le bouton raccourci du volant chauffant. À droite derrière le volant, on a le sélecteur de vitesse, à gauche tout ce qui est essuie-glace. Derrière le volant, on a un très bel écran de 12 pouces qui est d'une très bonne qualité. Au milieu, sur le deuxième partie, on a l'interface principale. Alors, il y a pas mal de choses à voir. On a Apple CarPlay et Android Auto sans fil, évidemment. On a le mode expert tout-terrain qui nous permet d'avoir la caméra sous le châssis, de voir comment on est positionné. C'est plutôt pas mal du tout. Non, dégage. On peut modifier comme on veut l'interface, on peut vraiment la personnaliser, il n'y a aucun souci. On a un petit mur d'application. C'est franchement très très bien. On a donc la caméra 360, on peut avoir le véhicule en 3D, on peut tourner autour, pas de souci. Il voit même mon pied de caméra qui est resté dehors. Franchement, c'est pas mal, hein. On retrouve le rétro-caméra. Alors, malheureusement, on ne peut pas le changer. Ça reste une caméra. On ne peut pas enlever et le mettre en mode normal. Ça, c'est un peu pénible, mais c'est pratique quand on est chargé dans la benne. Juste ici, on a tout ce qui est commande de climatisation en bouton physique. C'est plutôt très bien. Ils sont de bonne qualité. En plus, on a les warnings, un petit logo avec le pick-up. Franchement, la planche de bord est très, très jolie. Vraiment simple, épurée. Mais c'est hyper efficace, c'est très joli, j'aime beaucoup. Juste ici sur l'énorme accoudoir central, on a un chargeur à induction et un dock pour poser un autre téléphone, le bouton pour régler la hauteur de suspension, le bouton pour les modes de conduite et la petite molette qui permet de naviguer. En termes de mode de conduite, on a éco, normal, sport, neige, hors route, remorquage et en plus un mode personnalisé. Juste en dessous ici, on retrouve deux porte-gobelets, un grand rangement et avec une prise USB-C, une prise USB et une prise 12 volts. Dans toutes les portières, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on a deux niveaux. On a vraiment un grand bac en bas, un plus petit ici. Et franchement, c'est hyper bien, c'est très joli. On a ici le bouton pour ouvrir la porte. Au niveau des sièges, j'aime beaucoup cette sellerie Biton. Mais par contre, il faut dire que en termes de maintien, c'est pas ouf. Mais le design est plutôt joli. On a un grand toit panoramique ouvrant, ce qui est plutôt rare et plutôt agréable. Si vous connaissez un peu les pick-up, vous savez qu'à l'arrière, souvent, c'est pas terrible niveau confort. On va aller voir ce que ça donne. Aux places arrière, franchement, on est bien installé. C'est plutôt correct. L'assise est pas trop droite. Franchement, c'est assez confort. Alors, c'est sûr que si on se met sur la place du milieu, alors là, c'est pas terrible. J'ai la tête dans le plafond, vraiment. Il faut que je me mette un peu en arrière pour pas qu'elle touche. Et c'est beaucoup plus dur. Au milieu, les boutons pour les sièges chauffants, une prise USB et une prise USB-C. Et juste en dessous, un petit rangement qui est assez profond. À l'arrière, là encore, on retrouve le double bac de rangement. On retrouve aussi à l'arrière le bouton pour ouvrir les portes. Invité à la Clusa pour découvrir les caractéristiques dynamiques du e-tron 9, on a pu le prendre en main sous la neige. Et franchement, sur la glace, sur les routes enneigées, il n'y a aucun souci, il se maintient parfaitement. En plus, on a une assistance dans les descentes qui aide vraiment très très bien, elle marche vraiment parfaitement bien. On a pu tester un petit peu ses qualités de franchisseur et franchement, il nous a bluffé. Il est à l'aise partout, aussi bien sur la route que sur les petites routes et même en off-road. Et franchement, ça fait plaisir parce que le T90, c'était pas du tout un franchisseur. Là, sur la glace, sur la neige, aucun souci, il y va. On a les 4 roues motrices, donc aucun souci. On a une assistance aussi à la montée. Donc franchement, il se comportera très bien. Je vous laisse admirer ça avant qu'on prenne la route direction Paris.
On va tester un petit peu ce que ça vaut sur l'autoroute, mais en attendant, on profite encore un peu de ces paysages enneigés. Alors on active le régulateur à 130. Le régulateur est actif jusqu'à 150 km/h. Le véhicule est bridé à 190. Pour avoir la conduite autonome de niveau 2, là malheureusement c'est seulement jusqu'à 120 km/h. Alors ce choix peut paraître étrange, en fait tout simplement en Chine la vitesse maximale est de 120 km/h. Alors c'est probablement pour ça que c'est limité. On a fait remonter l'information, on va voir si Maxus fait une mise à jour qui permettra en France de l'avoir à 130. Et franchement, à 130, on est très bien. C'est hyper confortable, ça absorbe parfaitement la route, c'est bien suspendu, c'est pas trop ferme, pas trop bateau, pas trop pâteau. Et franchement, c'est nickel. Alors, on a des bruits d'air, évidemment, parce qu'on a quand même des rétros qui sont énormes, mais honnêtement, je m'attendais à pire. Et au global, c'est pas désagréable. En termes de consommation sur autoroute à 130, je suis en moyenne à 28,3 kWh. C'est franchement pas dégueu. C'est assez étonnant au global quand même parce que le coefficient d'entrée dans l'air, donc le CX à 0,33, pour un véhicule avec ce look, avec cet aspect quand même grosse brique, il est très faible. D'où la consommation et l'autonomie. Et franchement, c'est bien réussi. Alors du coup, si je me mets à 120, je peux donc utiliser les aides à la conduite et l'autopilote de niveau 2. On va voir ce que ça donne. Et franchement, alors oui, on le sait, les Chinois sont souvent bien en retard là-dessus. Alors on n'a pas de volant capacitif, il faut le prendre en main et très légèrement tourner, mais c'est vraiment très léger. Ça se fait plutôt bien. On n'a pas de changement de voie, mais il reprend très vite la main, pas de souci. Le centrage dans la voie, je dirais qu'il est plutôt bon en soi. On n'est pas baladé, on reste bien au milieu. Non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est très correct, hein. Le volant réagit bien, il prend bien la courbe, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait correct. Le seul reproche, ça va être de ne pas pouvoir dépasser les 120 si on veut utiliser le pilote auto. Ça, bon, c'est un peu dommage. Alors du coup, on va se remettre à 130 et du coup, reprendre la main. Alors, au niveau des aides à la conduite, en ce qui concerne le régulateur adaptatif, alors bon, il est pas mal, mais il a peut-être un peu trop tendance à piler quand on s'approche des autres voitures. Il réagit un peu tardivement. On a connu mieux quand même. Après, les autres, elles sont présentes, mais pas du tout intrusives. Pour le coup, elles alertent. On sent un petit peu dans le volant quand on franchit la ligne, mais ça reste très léger. Franchement, elles sont présentes parce que ça bip dans tous les sens. Il y a beaucoup de bip, beaucoup trop de bip, mais elles sont pas intrusives physiquement, ce qui est déjà pas mal. Bon, on arrive à 28%. Je vais m'arrêter charger un petit coup une première fois pour voir ce que ça donne. On s'arrêtera vraiment à 20% s'il y a besoin une prochaine fois. Nous voici branchés pour un premier arrêt recharge. On va voir ce que ça donne. On s'arrête donc à 28%. On va voir combien de temps il met pour arriver à 80. On monte assez vite. Vous voyez, on est à 28%. On atteint très vite les 115. Capacité maximale au final très vite dépassée. On peut même suivre la charge depuis l'intérieur de la voiture sur l'écran. On a donc mis 27 minutes pour faire du 28% à 80%. C'est nettement mieux que ce qu'annonce la marque. Et ça, c'est une très bonne surprise.
Allez, c'est reparti pour un tour. On va voir jusqu'où on va avec cette recharge avant de devoir s'arrêter à nouveau. Alors on a passé Beaune depuis quelques kilomètres, on arrive à 20% de batterie, donc on va faire un autre test de charge. On va cette fois faire un 20 à 80%. Il fait 3 degrés dehors, il fait froid, donc on va voir ce que ça donne. Donc nous voici sur ce deuxième arrêt. À 20%, on prend déjà 135 kW, donc on est vraiment largement au-dessus des 115 kW annoncés. Et c'est une très bonne surprise parce qu'il les maintient assez longtemps. On regarde à 53%, on est toujours au-dessus. C'est autour de 60% qu'on commence à baisser. Là, on n'est plus qu'à 99 kW et à 70%, on est encore à 85, ce qui est quand même pas mal du tout. Alors, la charge est terminée. Voyons voir ce que ça a donné. On a fait donc le 20 à 80% en 36 minutes. Franchement, c'est pas mal du tout. Certes, c'est pas la meilleure des performances, mais franchement, c'est très honorable. Et nous voilà repartis direction Paris. Alors, normalement, on devrait pouvoir l'atteindre directement. On va voir ce que ça donne. Allez, à plus. Alors, c'est sûr qu'avec son gabarit en ville, on passe pas inaperçu quand même. Ça va pas se faufiler partout, bien que ça reste encore assez maniable, parce qu'on a un rayon de braquage très bon. Évidemment, les gens n'ont pas l'habitude de voir un pick-up électrique. Alors, dans Paris, je peux vous dire qu'on se fait regarder de travers plus d'une fois quand même. Puis, ils voient qu'il y a une calandre pleine, donc ils se disent qu'il y a quelque chose de pas normal. Mais au moins, ils suscitent l'intérêt. Ça, c'est sûr. Quand on sort de la ville, clairement, c'est là qu'on va voir ses aptitudes. Alors, on l'a testé dans la neige à la Clusa. Vous allez voir qu'il est très très bon. Il se comporte parfaitement bien. C'est un vrai franchisseur. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur des petites routes. On a la petite caméra qui apparaît quand on met le clignotant, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, la définition est pas ouf quand même. Alors, on l'a testé dans la neige et sur les routes à la Clusa. Franchement, c'est un véhicule qui est très polyvalent. Il est hyper agréable en montagne, en franchisseur. C'est un vrai franchisseur, c'est un 4x4. Et vraiment, c'est hyper agréable, c'est fun. J'ai été assez surpris du fait que malgré la hauteur, malgré le poids du véhicule, dans les virages, il ne s'écrase pas trop sur le côté. Franchement, c'est assez bien. Il ne s'écrase pas sur ses appuis, il est dynamique, il est volontaire. Et franchement, alors même si on passe en mode sport, et quand on appuie, il y a du répondant. En termes de consommation, on l'a vu sur l'autoroute, c'est quand même assez correct. Au quotidien, ça reste une 4 roues motrices, donc forcément, il consomme un peu plus. Mais c'est relativement correct. On a vraiment l'autonomie en WLTP mixte annoncée. Ce qui est très bien, c'est sa direction qui est très précise, que ce soit aussi bien en mode sport qu'en mode éco ou en mode normal. Franchement, elle est ultra agréable, elle est précise, il n'y a pas de souci. En termes de suspension, on a vraiment 4 roues indépendantes, c'est hyper bien réglé, c'est très confort. Franchement, on a très bien. Alors oui, c'est un peu ferme parce que ça reste un 4x4, donc on sent la route, c'est quand même ce qu'il faut. Mais c'est bien dosé. Franchement, c'est une très très bonne voiture. Je suis extrêmement surpris par la qualité de fabrication de ce Maxus e-tron 9. Alors, un petit défaut pour moi, c'est ces sièges. Alors, ils sont très confortables, il n'y a pas de souci. J'ai fait la Clusa à Paris sans souci. On est bien, c'est hyper confortable. On peut enquiller les kilomètres, il n'y a pas de souci. Mais leur défaut, c'est le maintien latéral. Il y en a zéro. Il n'y en a pas. Là, clairement, c'est un peu embêtant. Ça nous permet de voir que même dans les virages, franchement, le Maxus e-tron 9 se maintient parfaitement. Il ne s'écrase pas trop sur ses appuis. Ça reste très agréable. Franchement, c'est
assez surprenant. Je pensais vraiment qu'avec son poids, on le sentirait beaucoup plus. Et non, c'est hyper maintenu. C'est très très bien. C'est hyper confort. Le problème, c'est son maintien latéral sur les sièges. Il n'y en a aucun. Clairement, là, il n'y a rien. Mais au global, franchement, c'est ultra agréable. Alors, c'est sûr que son gabarit dans les petits villages, c'est pas ce qui l'aide le plus. Mais bon, on s'en sort quand même bien. Et ce qui est hyper agréable, c'est qu'on a le capot qui est vraiment massif. On voit devant nous où on se pose. Et ça, c'est plutôt pratique pour les manœuvres. Ça reste un pick-up, donc forcément, 4 roues motrices, on a envie de sortir un peu de la route. Hein. Et quand on est sur les petits chemins, pour lui, c'est une promenade de santé. Hein. Alors autant le T90EV était un très mauvais produit qui desservait la marque plus qu'autre chose, autant le e-tron 9 est un très très bon produit. Il lui manque juste la technologie 800 volts, mais franchement, on peut lui pardonner. Affiché à partir de 60 000 € hors taxe, parce que c'est un véhicule professionnel qui est vendu en VU, il s'affichera à 72 000 € TTC. Et franchement, à ce prix-là, sans malus, avec 4 000 € de bonus, c'est une excellente proposition. Vraiment, moi, je pourrais être client. Après, Maxus va avoir des offres de loyer. Pour l'instant, elles ne sont pas actives, mais elles arrivent prochainement. Pour vous faire une idée des progrès faits par la marque, je vous retrouve sur l'essai du Maxus T90EV. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Et sinon, pour un autre pick-up, mais pas électrique cette fois, on se retrouve sur l'essai du Ford Ranger Raptor. C'est par ici. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un partage, un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très vite.